s'était servi. Son beau-frère, Bruno, un avocat d'affaires arrogant du quartier de la Défense à Paris, me regardait depuis son banc comme si j'étais une vermine qu'il venait d'écraser sous sa chaussure de luxe. Ce que j'étais devenu 2 mois plus tard quand ma petite fille Léa et moi avons emménagé dans un centre d'hébergement d'urgence du 19e arrondissement, avec tout ce que nous possédions entassé à l'arrière de mon vieil utilitaire Citroën. J'avais 63 ans, Léa en avait 14, et nous étions sans abri. Le foyer n'était pas le pire endroit que j'ai connu, car j'avais vu pire et exercé des métiers plus rudes dans ma vie, mais rester allongé là, la nuit, sur ces lits de camp étroits. À écouter Léa essayer de ne pas pleurer dans son oreiller tout en la regardant faire ses devoirs sous des néons qui grésillaient comme des guêpes en colère, cela me blessait plus profondément que n'importe quelle blessure reçue en 30 ans de carrière comme monteur électricien chez Enedis. J'avais grimpé sur des pylônes pendant des tempêtes de verglas et manipulé des lignes sous tension par des vents hurlants, mais rien de tout cela ne m'avait terrifié autant que de voir ma petite fille manger des œufs en poudre au petit déjeuner simplement parce que c'était gratuit. Le divorce ne m'avait pas seulement pris ma maison, il avait détruit ma réputation car la famille de Monique s'était assurée que tout notre entourage sache que j'étais le raté, le poids mort, l'homme incapable de subvenir aux besoins des siens. Le mari de sa sœur, Bruno Hutchinson, distillait son venin depuis des années, me traitant d'obsolète et répétant que je tirais Monique vers le bas. Quand j'avais accepté le plan de départ volontaire d'Enedis 3 ans plus tôt, il m'avait ri au nez en me demandant ce que j'allais faire avec ma petite prime et une poignée de main, prédisant que cela ne durerait pas 2 ans. Il avait raison, cela avait duré 18 mois, puis Monique avait demandé le divorce et ses avocats m'avaient enterré sous les procédures. Léa était venue vivre avec moi 6 mois avant le divorce car sa mère, ma fille Sandrine, luttait contre ses addictions depuis que Léa était toute petite, passant des médicaments aux substances plus dures, tandis que le père de Léa n'avait jamais fait partie du décor. Quand les services sociaux s'en étaient mêlés, Sandrine m'avait appelé depuis un motel miteux près de Lille pour me demander de prendre Léa le temps qu'elle se soigne, mais c'était il y a 2 ans et Sandrine était toujours quelque part dans le Nord. Appelant tous les quelques mois pour promettre qu'elle allait mieux sans que ce soit jamais vrai. Monique ne voulait pas de Léa, déclarant froidement lors de la médiation qu'elle avait élevé ses propres enfants et qu'elle n'allait pas élever ceux des autres, si bien que le juge m'avait confié la garde en regardant mes finances d'un air dubitatif. Se demandant sûrement combien de temps il faudrait avant que Léa ne soit confiée à l'assistance publique. Mais l'assistante sociale, Madame Girard, est venue au foyer 2 fois, a vérifié les notes de Léa, nous a demandé si nous nous sentions en sécurité et a remarqué le soin apporté aux devoirs de la petite. Ses vêtements propres et la façon dont elle organisait notre petit coin de chambre avec une précision militaire. Vous vous en sortez bien, Monsieur Pelletier, m'avait dit Madame Girard, mieux que la plupart, continuez comme ça. Ce que je faisais, c'était livrer pour Uber Eats 12 heures par jour car ma retraite complémentaire ne commencerait qu'à 65 ans et l'argent de mon départ était épuisé. À 63 ans, avec un genou en vrac et des mains qui me faisaient souffrir par temps froid, personne ne voulait m'embaucher malgré mes 47 candidatures le premier mois et mes 3 entretiens qui s'étaient tous soldés par le même refrain sur ma surqualification. Ce qui signifie simplement que j'étais trop vieux. Mais l'algorithme d'Uber Eats se moquait de mon âge, de mes cheveux gris ou de ma boiterie, il se souciait seulement de ma présence, alors j'étais là, et Léa m'aidait à maîtriser l'application et à optimiser mes trajets. C'était une gamine brillante, douée pour les chiffres comme son grand-oncle Hubert, mon frère, que Dieu ait son âme. Hubert avait été le véritable génie de la famille, expert comptable toute sa vie, achetant des immeubles de rapport partout dans Paris sans jamais se marier ni avoir d'enfants. Quand il est mort il y a 5 ans, j'étais trop plongé dans mes propres problèmes pour m'occuper de la succession et Monique s'en était chargée, affirmant qu'Hubert avait tout légué à une fondation pour la protection de la nature car il y avait des dettes. Et j'avais signé des papiers que j'avais à peine lus. Ne t'inquiète pas Jean-Pierre, m'avait dit Monique, je m'occupe de tout, concentre-toi sur ton travail. J'aurais dû poser des questions, j'aurais dû examiner ces documents, mais je me noyais à l'époque, enchaînant les heures supplémentaires pour essayer de faire durer l'argent et d'empêcher l'addiction de Sandrine de la tuer. J'avais fait confiance à Monique après 38 ans de mariage. Tout a changé un jeudi après-midi de janvier alors que je venais de livrer une commande dans un immeuble chic près de la place Victor Hugo. Mon téléphone a sonné, un numéro inconnu, et une voix de femme a demandé à parler à Monsieur Jean-Pierre Pelletier. Je suis Jeanne Kim, du cabinet de gestion immobilière Kim et Associés, je vous appelle au sujet de l'immeuble du 16e arrondissement. J'ai garé mon utilitaire, confus, pensant qu'il y avait une erreur, mais elle a confirmé mon identité et mon ancienne adresse à Versailles. Monsieur Pelletier, je gère un immeuble de 6 appartements au 42 rue de la Pompe,
vous êtes inscrit comme propriétaire et nous envoyons les rapports mensuels au cabinet comptable Morrison Hutchinson selon les instructions de votre dossier, mais une de vos locataires de longue date, Madame Lefebvre, m'a appelé hier car elle vous a vu livrer un repas chez son voisin. Elle ne comprenait pas pourquoi le propriétaire de l'immeuble faisait des livraisons, et c'est là que j'ai commencé à vérifier nos archives. Mes mains sont devenues moites car je ne possédais aucun immeuble, mais Madame Kim a insisté en affirmant qu'elle avait l'acte de propriété sous les yeux et qu'Hubert Pelletier vous avait légué le bien dans son testament déposé en 2021. L'immeuble générait environ 23 000 € de revenus locatifs par mois, versés sur un compte géré par le cabinet de Bruno, avec instruction de vous les redistribuer. Quand j'ai réalisé que je n'avais jamais reçu un centime et que Monique m'avait menti en prétendant qu'il n'y avait rien, le monde s'est effondré autour de moi. Elle m'avait dit qu'Hubert avait tout laissé à des œuvres caritatives. Madame Kim, d'une voix prudente, m'a expliqué qu'il n'y avait aucune dette et que la propriété avait une valeur immense, avant de me proposer de m'envoyer les documents par mail. Je suis resté assis dans mon camion pendant 20 minutes à lire les fichiers, l'acte, le testament, et 5 ans de rapports montrant plus d'1 million d'euros disparus sur un compte que je n'avais jamais vu. Quand je suis rentré au foyer, Léa a tout de suite vu ma tête et a fermé son ordinateur portable. Je me suis assis sur mon lit de camp et je lui ai tout raconté, regardant son visage passer du choc à la colère pure. Morrison Hutchinson, a-t-elle répété lentement, n'est-ce pas le cabinet de l'oncle Bruno? L'avocat qui t'avait traité d'obsolète? Léa a fait des recherches en quelques secondes et a trouvé le nom de Bruno Hutchinson comme associé principal, avec sa photo sur le site du cabinet, souriant dans un costume à plusieurs milliers d'euros. Papy, a dit Léa d'une voix tremblante, il t'a volé, la famille de mamie t'a volé plus d'1 million d'euros pendant que nous vivions ici. Une rage froide et délibérée m'a envahi, celle qui naît après des années de honte injustifiée. Nous avons besoin d'un avocat, ai-je déclaré, et c'est là que Léa m'a montré ce qu'elle faisait sur son ordinateur. Elle faisait des recherches sur l'aide juridictionnelle et le droit de la propriété. Ma petite fille de 14 ans essayait de nous sauver pendant que j'étais trop occupé à survivre. Elle avait trouvé une avocate spécialisée dans les fraudes successorales, Maître Maria Santini, et lui avait déjà envoyé un mail 2 jours plus tôt. Le lendemain, Maître Santini a examiné les documents et m'a regardé avec gravité, affirmant que c'était un cas d'école de fraude, que le testament était limpide et que quelqu'un avait falsifié des procurations pour détourner mes revenus depuis 5 ans. Elle m'a demandé si mon ex-femme était au courant, une question qui me torturait car après 38 ans de vie commune, je ne voulais pas croire que Monique soit une voleuse. Nous avons organisé une rencontre avec Monique dans un café neutre à Boulogne. Elle est arrivée avec l'allure d'une femme aisée, mais en voyant Léa près de la porte et mes vêtements usés, quelque chose a vacillé dans son regard. Quand Maître Santini a sorti les documents et l'a interrogé sur la succession d'Hubert, Monique a d'abord semblé confuse, expliquant que Bruno s'était occupé de tout pour m'aider. Mais en lisant la procuration falsifiée, son visage est devenu livide. Elle affirmait que Bruno lui avait fait signer des papiers en prétendant que c'était des formalités pour une fondation écologique et qu'Hubert n'avait laissé que quelques effets personnels. Quand elle a réalisé que son beau-frère lui avait menti et que j'étais à la rue depuis 9 mois à cause de cette trahison, elle a éclaté en sanglots, des sanglots laids et étouffants, jurant qu'elle ne savait pas. Léa, d'une voix dure, lui a lancé que pendant qu'il vivait sur notre héritage, son grand-père s'occupait d'elle dans un foyer alors qu'elle nous avait abandonnés. Monique a accepté de témoigner contre Bruno, retrouvant un peu de la femme courageuse que j'avais épousée autrefois. En une semaine, Maître Santini a lancé une offensive judiciaire massive pour fraude, vol et faux en écriture. Les charges criminelles ont suivi. Bruno a tenté de se défendre en prétendant que j'étais sénile et que j'avais tout oublié, mais les preuves étaient accablantes, signatures falsifiées, comptes traçables et témoignages d'experts. Madame Lefebvre, la locataire de 82 ans, a témoigné avec une fureur remarquable, racontant comment Hubert lui avait dit que je prendrais soin de l'immeuble et comment elle avait compris que quelque chose clochait en me voyant livrer des sushis alors que je possédais l'immeuble. Léa a aussi témoigné, racontant avec une force incroyable notre vie au foyer et le courage de son grand-père. La juge a condamné Bruno Hutchinson à 8 ans de prison ferme et à la radiation définitive du barreau, tandis que sa femme Catherine a écopé de 5 ans pour complicité. Leurs biens ont été saisis pour me rembourser. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un chèque de 1,7 million d'euros incluant les dommages et intérêts. Nous avons quitté le foyer pour emménager dans l'appartement du dernier étage de notre immeuble de la rue de la Pompe, celui qu'Hubert gardait pour la famille. Léa a enfin sa propre chambre avec vue sur les toits de Paris. J'ai monté ma propre entreprise de rénovation,
employant d'autres artisans de mon âge que la société jugeait obsolètes mais qui connaissent leur métier mieux que quiconque. Sandrine a appelé récemment, affirmant être sobre depuis 6 mois, et c'est Léa qui décidera si elle veut la voir. Parfois, Léa me demande si je déteste Bruno ou Monique. Je lui réponds que la haine demande trop d'énergie et que je préfère consacrer la mienne à vivre notre nouvelle vie. J'ai appris qu'il ne faut jamais accorder une confiance aveugle, même à la famille, et que demander de l'aide n'est pas une faiblesse. Aujourd'hui, quand j'écoute Léa chanter dans la cuisine en préparant le petit déjeuner, je sais que la justice a été longue et difficile, mais qu'elle est enfin là, et que notre avenir nous appartient à nouveau. Quelle histoire bouleversante qui nous rappelle que la trahison vient parfois de là où on l'attend le moins. Ce récit de Jean-Pierre et Léa est un témoignage puissant sur la résilience humaine et la force des liens intergénérationnels. Voir un homme de 63 ans, ancien travailleur acharné, réduit à vivre dans un foyer par la cupidité de sa propre belle famille est une réalité tragique qui arrive malheureusement plus souvent qu'on ne le pense dans les affaires de succession. L'attitude de Bruno, ce prédateur en costume, illustre parfaitement ce mépris de classe envers ceux qu'il juge obsolètes. Mais la vraie leçon ici, c'est que l'intégrité et la persévérance finissent par payer. Grâce à la vigilance d'une locataire et à l'intelligence d'une jeune fille de 14 ans, la vérité a éclaté. C'est aussi un rappel crucial pour nous tous, ne signez jamais rien sans comprendre, même si c'est la famille qui vous le demande. La fin de l'histoire, avec la création de cette entreprise pour les artisans seniors, est la plus belle des revanches sur ceux qui pensaient que Jean-Pierre n'était plus rien. La dignité ne se vole pas, elle se cultive. Et vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que Jean-Pierre a eu raison de pardonner en partie à son ex-femme Monique après son témoignage, ou estimez-vous qu'elle est tout aussi coupable pour ne pas avoir vérifié les documents à l'époque? Partagez vos réflexions en commentaire, cela m'intéresse beaucoup de connaître votre avis sur cette question de loyauté familiale.